Et maintenant, je vous propose d'aborder notre première véritable thématique, qui est l'importance du tourisme pour tous, durable et solidaire, un allié primordial pour la reconstruction et la relance. Et pour cette thématique, je vais passer la parole à Jean-Marc Mignon, président d'honneur d'ISTO, qui ne manquera pas aussi de faire allusion à notre Bible, qui est la Déclaration de Montréal, et qui reprend véritablement tous les principes qui, selon nous, régissent un tourisme pour tous solidaire et durable. Je cède la parole à Jean-Marc Mignon. Merci Yves. Est-ce que vous m'entendez? Mais là, je n'arrive pas à démarrer la vidéo parce qu'on me dit que l'animateur l'a arrêté. Est-ce que tu m'entends, Yves? Je t'entends. Mais je ne peux pas brancher ma vidéo. On me refuse cette possibilité. Ah, voilà. Maintenant, c'est fait. C'est fait. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bon, ben, Madame la ministre, Madame la présidente, chère Isabelle, Monsieur le secrétaire général, mon cher Yves et chers amis, moi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de, pendant quelques minutes, de rappeler l'importance du tourisme pour tous, mais Isabelle l'a très bien fait il y a quelques minutes, et notamment à partir de la déclaration de Montréal, dont on fête effectivement les 25 ans cette année. Et j'ai donc envie de partir de cette déclaration pour dire un petit peu comment on a évolué et comment nous voyons les choses aujourd'hui et pour l'avenir. Donc, nous étions en 1995, un peu plus de 30 ans après la création du Bureau international du tourisme social, puisque c'était son nom à l'époque, et notre organisation se trouvait dans une longue période, je dirais, d'interrogation sur son identité et sur ce que signifiaient même les termes de tourisme social. La fameuse période des 30 Glorieuses était derrière nous et, admettons-le, on portait une image qui, à mon avis, était devenue un peu vieillotte et peu compréhensible au niveau international. C'est donc à l'initiative de notre président de l'époque, qui s'appelait Yves Singer, et à qui je tiens à rendre un hommage tout particulier puisqu'il nous a quittés il y a juste quelques semaines. Et donc, avec le soutien du bureau de l'époque et de la toute nouvelle section des Amériques, animée par Louis Gelin et un tout jeune directeur qui s'appelle Charles-Étienne Bélanger, que le BIT s'était alors lancé dans ce qui fut un important travail collectif. L'objectif était de parvenir à aller au-delà d'une description du droit théorique, l'accès au tourisme pour tous, qui reste fondamental, pour dire ce qu'était alors concrètement, pour nous, membres du BIT, la vision humaniste et sociale du tourisme. Que signifiait alors pour nous ce concept de tourisme social, notamment à l'échelle internationale, et comment concevions-nous les critères d'identification des acteurs du tourisme social? Et donc, sous la gouvernance de notre président, ce fut un bel exercice collectif et un exercice aussi de véritable confrontation de points de vue qui s'étira jusqu'au Congrès lui-même, réuni pour la première fois dans les Amériques à Montréal en septembre 1987. Et ceux qui participèrent à ce congrès, il doit encore y en avoir quelques-uns, dont j'avais le privilège d'être en tant que vice-président, vécurent l'adoption de cette déclaration comme un temps fort. D'ailleurs, pour être fidèle à l'histoire, il n'y eut pas unanimité pour l'adoption de ce texte, puisque un membre français s'était abstenu à cause d'un article 15 de la déclaration qui ne limitait plus l'appartenance au tourisme social aux seules entreprises à but non lucratif. Le débat avait été vif sur ce point, mais l'énorme majorité des membres avait souhaité et accepté que pour des raisons de prise en compte de la diversité internationale, de regarder le fond des actions et non plus la seule forme juridique. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur ce texte que vous connaissez peut-être ou que vous pouvez évidemment vous procurer en différentes langues et dont vous avez vu la
la couverture tout de suite. Simplement rappeler que c'est un texte assez court de 15 articles répartis en 3 grands chapitres. Le tourisme social, une haute ambition face aux défis de l'exclusion et de l'intégration. Deuxièmement, les atouts du tourisme social pour demain. Et troisièmement, les critères d'identification du tourisme social. Bon, ce texte que nous avions donc intitulé « Déclaration de Montréal pour les raisons que vous imaginez », allait vraiment devenir, comme tu l'as dit Yves, le texte refondateur du BITS et le texte de référence de notre organisation au moment où nous voulions élargir notre ouverture internationale. Et 25 ans après, comme toi, je n'hésite pas à dire que, à mes yeux, ce texte non seulement n'a pas vieilli, mais qu'il a même pris une place que nous n'imaginions pas alors. Au sein du BITS, après notre ouverture sur les Amériques, puis sur l'Afrique en 2004, et en constatant les attentes des acteurs de terrain de ces grandes régions du monde, nous avions d'ailleurs aussi ressenti le besoin, 10 ans plus tard, d'ajouter un addendum à notre déclaration à l'occasion du congrès d'Aubagne en France en 2006. Et l'objet était alors d'exprimer et de détailler notre volonté d'aller vers un tourisme de développement et de solidarité et de passer, comme le disait notre président d'alors, Norberto Tonini, d'un développement du tourisme à un tourisme de développement. Et à cet égard, je ne résiste pas à l'envie de vous livrer les dernières lignes de cet addendum où nous disions, je cite, « Il fallait non seulement assurer le développement du tourisme, mais surtout œuvrer pour faire du tourisme un réel levier de développement durable, de rapprochement entre les peuples, de dialogue entre les cultures et les religions en vue de consolider la paix dans le monde. Que changer à cette belle ambition ou utopie ?» Donc, au-delà des textes mêmes, je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour dire en quoi ce texte et cet addendum nous ont été très utiles. La première remarque, qui m'est apparue encore plus fortement en préparant cette petite intervention et en relisant les textes, est un glissement très sensible entre la déclaration de Montréal et l'addendum de 2006. Parce que si dans le premier texte, nous restions bien orientés à décrire notre vision du tourisme social, à l'inverse, dans l'addendum de 2006, aucun des 10 articles ne mentionne les termes de tourisme social, comme si nous avions admis, sans le dire, que c'est en fait une vision sociale du tourisme que nous portions maintenant, plutôt qu'une vision du tourisme social. Et cette évolution me paraît absolument fondamentale, expliquant d'ailleurs aussi parfois, nous avons eu en interne des discussions entre les tenants d'un regroupement strict d'opérateurs du tourisme social et ceux au contraire. ¿Te lo mando a ti o a Jairo? Te lo mando a ti, non? Il y a un problème là, vous ne m'entendez pas? Yves, est-ce qu'on ne m'entend pas? Si, on t'entend, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ok, Je pense. d'accord. Donc, un débat entre ceux qui avaient une vision, je dirais, un peu étroite et ceux, au contraire, qui avaient une vision plus large d'un regroupement de tous les acteurs qui, à des échelons différents, contribuent à la consolidation d'actions de tourisme social, solidaire ou responsable. Et personnellement, je ne vois pas d'autre issue que cette seconde option. À titre personnel, je dois dire aussi que pendant que j'ai eu l'honneur de présider ISTO, je ne me suis pas privé de présenter à de maintes reprises la Déclaration de Montréal comme le texte qui donnait notre vision globale du tourisme, au-delà donc de la description du seul tourisme social. Et la déclaration a d'ailleurs eu un impact non négligeable auprès des rédacteurs du Code mondial du tourisme, de l'Organisation mondiale du tourisme. Le rédacteur principal, qui était le conseiller juridique de l'OMT à l'époque, en avait eu connaissance. Et c'est ainsi que le BITS put faire passer ses contributions et que nous retrouvons pleinement dans le texte du Code mondial du tourisme, dans ses articles 3, le tourisme, facteur de développement durable,
L'article 5, le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés d'accueil. L'article 7, le droit au tourisme, bien sûr. Et l'article 9, les droits des travailleurs et des entrepreneurs de l'industrie touristique. Je rappelle d'ailleurs que ce code fut adopté 3 ans après la déclaration de Montréal lors de l'Assemblée générale de l'OMT à Santiago du Chili, fin 1999. Deuxième remarque majeure, la déclaration a par ailleurs été un instrument majeur de réflexion d'Isto au cours de ces 25 dernières années. Combien d'interventions et de conférences des uns et des autres ont pu s'appuyer sur ces textes pour développer une argumentation. 2 exemples. En Europe, cela nous aida à charpenter et rédiger le mémorandum que nous avions rédigé en vue des élections européennes de 2014. Et dans les Amériques, lors du congrès de São Paulo au Brésil, toujours en 2014, nos amis du CESC en avaient fait un axe important de leur communication. Et de façon aussi plus profonde, je crois que nos 2 textes, et particulièrement l'addendum d'Aubagne, ont été aussi un marqueur essentiel pour amener ISTO et le réseau européen du tourisme responsable, EURS, à se rapprocher structurellement et à inscrire leur engagement en vue d'une politique sociale du tourisme, d'une part, et en vue du développement d'un tourisme responsable, d'autre part, dans une dynamique commune. Et tout naturellement, on a retrouvé aussi l'influence de la déclaration dans le document adopté l'an passé par ISTO sur son positionnement stratégique, l'ADN d'ISTO et les objectifs de développement durable dont Isabelle a parlé il y a un moment, autour de la qualité de vie, l'environnement, le commerce équitable, la solidarité, l'accessibilité. Bon, je ne voudrais cependant pas laisser penser que tous les textes et évolutions d'ISTO au fil des ans ne se seraient pas faits si la déclaration de Montréal n'avait pas vu le jour. Ce serait prétentieux et sans doute inexact. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a eu profondément une cohérence de la réflexion et de l'évolution de la réflexion au sein d'ISTO, dont la déclaration a été un élément majeur. Et je voudrais maintenant en arriver à une 3e réflexion d'ordre général sur l'avenir dans le contexte terrible de pandémie que nous traversons. Et avant toute chose, je veux d'abord aussi exprimer toute ma solidarité à plusieurs pays importants de notre organisation qui, dans les Amériques comme en Europe, ont été particulièrement touchés par l'épidémie de Covid, à commencer par le Pérou, où nous nous faisions une joie de nous rendre pour notre congrès mondial, et la petite vidéo d'avant nous en donnait vraiment la saveur, mais aussi le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine, la Belgique, l'Italie, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Russie. La liste est longue des pays membres d'ISTO qui ont été très touchés, et bien sûr combien de vies brisées et de souffrances nous avons traversées pendant tous ces mois. Mais comme toujours, je crois et j'espère que la vie finira par l'emporter, grâce notamment aux prouesses des scientifiques, et sera donc aussi notre responsabilité de voir quel sera notre rôle dans la relance du tourisme. Il ne va pas manquer de se produire. Et là, de nouveau, je voudrais souligner combien dans nos documents, y compris le plus récent, l'ADN d'ISTO, ça n'est pas tant une conception restrictive du tourisme social que nous développons, mais bien une vision globale du tourisme. Et le positionnement stratégique d'ISTO est, selon moi, l'expression de ce que nous voudrions que le tourisme soit dans son ensemble et dans lequel ISTO et ses membres doivent bien sûr jouer un rôle moteur. Certes, nombre d'entre nous, souvent dans le cadre de dispositifs publics ou d'actions très volontaristes initiées par des entreprises souvent issues de l'économie sociale, nous jouons déjà un rôle spécifique dans l'offre de tourisme. Et je crois que notre rôle va au-delà de ça. Les dimensions sociales et responsables du tourisme que nous défendons doivent irriguer tout le tourisme. Cela a déjà été dit par vous, Isabelle et Yves. Et cela va être, je crois, tout particulièrement vrai dans la période que nous vivons, car de toutes parts, dans à peu près tous les pays, on entend que le tourisme repartira, se relancera d'abord sur des bases domestiques.
qu'il sera plus responsable, qu'il sera davantage de proximité. Et ce sont jusqu'aux compagnies aériennes et IATA qui le constatent. Or, sans aucunement dénigrer le tourisme international, auquel nous aspirons tous d'accéder, bien sûr, nous avons accumulé une expérience importante dans le développement de ces tourismes nationaux qui peut être utile à beaucoup d'autres. ISTO a incontestablement un vrai rôle de conseil à jouer dans ce domaine. Et bien sûr, comment passer aussi sous silence la dimension environnementale et climatique de notre secteur d'activité? Ces enjeux s'imposent à nous et nos acteurs d'un tourisme responsable ont aussi accumulé une expérience utile et exemplaire. J'ajouterai une petite note personnelle pour dire que j'aimerais bien qu'on ait la même rigueur sur les défis environnementaux lorsqu'on parle du développement colossal du numérique que la rigueur qu'on a parfois un peu facilement vis-à-vis du tourisme, même si, naturellement, chacun doit faire ce qu'il a à faire dans son secteur pour préserver l'avenir de notre planète. Mais il va être temps de conclure. Si nous regardons dans le rétroviseur, je crois que nous n'avons pas à rougir des valeurs et des positions que nous avons défendues, que nous défendons depuis des décennies et que la Déclaration de Montréal avait su bien traduire en son temps. Ceci nous a incontestablement aidé à avancer, à sortir de ce qui était peut-être parfois une position un peu défensive, de ce que nous mettions derrière les mots de tourisme social. Et j'ai le sentiment que nous avons franchi beaucoup d'étapes majeures avec l'ouverture au secteur du tourisme responsable, avec l'internationalisation d'ISTO et notamment cette si belle dynamique enclenchée dans les Amériques, et symbolisé aussi, je dirais, par l'élection de notre présidente, chère Isabelle, venant d'une entreprise chilienne de statut commercial, mais partageant bien sûr nos objectifs sociaux et responsables, l'ouverture à l'Afrique, plus timidement à l'immense Asie, la collaboration avec les milieux universitaires étant autre chose. Oui, même si notre secteur d'activité a sans doute traversé et traverse encore la plus grave crise de son histoire, auquel ni ISTO ni ses membres ne peuvent échapper, je suis certain que nous avons toujours un grand rôle à jouer à l'avenir. Et de même que j'aime beaucoup cette phrase magnifique sur la nécessité que tout le monde soit vacciné pour sortir de l'épidémie, qui est en anglais « If not everyone is safe, no one is safe ». De même suis-je convaincu que le tourisme tel que nous en rêvons n'existera que le jour où personne n'en sera exclu, mais avec une rigueur environnementale bien plus grande qu'aujourd'hui. C'est une autre belle contradiction à assumer, un autre défi majeur à relever pour l'avenir. Et ce sera sans aucun doute le passage obligé pour traduire dans les faits la vision humaniste du tourisme que nous revendiquons et affichons depuis 25 ans. Bonne semaine de travail à tous. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Jean-Marc pour ton intervention, comme à chacune d'elles, toujours intéressante. Et merci une fois de plus de nous avoir fait profiter de ton expérience et de ta mémoire et en même temps de nous confirmer une fois de plus ton engagement pour notre secteur. Et c'est vrai que, comme tu l'as expliqué, j'encourage vraiment tous les participants qui n'ont pas parcouru la déclaration de Montréal de la lire, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Marc, c'est plus que jamais actuel. Quand on parle maintenant de développement équilibré des territoires, de la solidarité, de l'accessibilité, du respect et de la durabilité, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale, personne ne peut contester que ce sont véritablement aujourd'hui des priorités qu'il nous faut absolument essayer de rencontrer. Et finalement, le chapitre pénible de la COVID n'a fait qu'accentuer cette nécessité de prendre conscience, de respecter ces valeurs. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui s'y sont intéressés, il y a un lien direct
non seulement l'a mentionné Jean-Marc avec notre ADN, mais aussi, si vous reprenez les objectifs de développement durable des Nations Unies, eh bien, même si ces objectifs ne sont pas forcément orientés tourisme, vous reconnaissez à nouveau à ce niveau-là ces différents concepts et ces différentes valeurs qui sont nécessaires et qui doivent absolument être reprises en compte et remises au goût du jour et poussées en avant. C'est absolument indispensable et je pense que tous les intervenants qui vont participer aux différents ateliers ne feront qu'étayer ces principes qui viennent de vous être exposés. Je tiens donc maintenant à remercier nos premiers intervenants et cela clôture la première partie de notre séance inaugurale, cette séance d'ouverture.